sommes pas tous encore totalement arrivés parce qu'il y a de la neige sur certaines voies. Voilà, il y avait même de la neige à Paris ce matin. En tout cas, nous sommes heureux de commencer ce conseil national avec le premier des élus de la ville qui nous accueille. Comme vous venez d'un peu partout en France, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, et que peut-être parmi vous, eh bien, certains mettent pour la première fois de leur vie les pieds à Angers. Eh bien, nous avons la personne, voilà, j'entends des oui, nous avons la personne la plus à même de nous parler de sa ville, puisque nous sommes heureux d'accueillir ce soir Monsieur Christophe Béchu, donc maire d'Angers, et qui nous consacre un peu de son précieux temps, parce que quand on est maire d'une ville de 140 000 habitants, vous me corrigerez si jamais, 150 000 peut-être, 150 000, c'est comme dans les équipes du Rosaire, on ne sait jamais tout à fait combien on est, vous savez. Il ne faut pas toujours compter, voilà. Mais en tout cas, quand on est maire d'une ville importante, universitaire, eh bien, on a peut-être autre chose à faire que venir visiter les équipes du Rosaire, mais j'ai cru comprendre, parce que mon petit doigt m'a dit, puisque votre papa est parmi nous et que votre présence ce soir n'y est pas pour rien, eh bien que vous étiez tombé dans le Rosaire depuis tout petit. Alors vous allez nous raconter ça. Vous allez nous raconter ça ce soir. En tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir et de nous accueillir dans votre ville. Merci infiniment, chers frères. Bonsoir à toutes et à tous. C'est évidemment pour moi un moment très particulier à beaucoup d'égards. D'abord, je vais effectivement demander, pour qu'au-delà des quelques oui que j'ai entendus jaillir, avoir une idée plus précise de à qui je m'adresse, quels sont ceux qui ne sont jamais venus à Angers avant aujourd'hui? Ah oui. Alors on va le faire dans l'autre sens. Parce que là, j'ai l'impression que personne ne connaît ma ville. Donc, qui est déjà venu à Angers? Ah, ça me donne une meilleure impression. Bon. Alors, si vous ne connaissez que le Bon Pasteur, il vous reste encore un ou deux endroits à découvrir. Je vais, avant toute chose, vous dire quelques mots de ma ville, et puis, mais je vais commencer d'une autre manière. Bon. Donc, effectivement, je suis maire d'Angers depuis 8 ans. Dans une vie antérieure, j'ai été président de ce département pendant 10 ans. J'ai été sénateur, député européen, et je suis assez engagé politiquement dans un événement qui arrive dans quelques jours, puisque je suis le numéro 2 du parti d'Édouard Philippe, dans un autre registre et dans un autre domaine, donc avec quelques occupations qui rendaient compliqué le fait demain, où il y a un petit meeting en région parisienne, et dimanche, où j'ai pas mal d'obligations locales parce que tout réouvre dans ces temps où la pandémie donne le sentiment de refluer. J'avais un temps qui était assez chargé. Et quand on est maire, on ne gère son agenda que partiellement, avec l'aide d'une équipe d'assistants, de cabinet. Et quand, à l'occasion du point d'agenda qu'on a fait il y a une semaine, on m'a dit, bon, il y a ce truc avec le Rosaire, c'est peut-être pas utile, ils sont que 150, ils votent pas ici. Et donc, peut-être que monsieur le maire, dans les arbitrages, il y a un match de basket important, il y aura 2000 personnes, il y a un temps d'ouverture. Bon, et il a donc fallu que je leur explique les raisons pour lesquelles il était pour moi inconcevable de ne pas vous accueillir. Ces raisons, il y en a une qui dépasse toutes les autres, c'est évidemment une raison filiale, dans tous les sens du terme. Mais d'abord dans un sens que je qualifierais d'étymologique, puisque papa, qui est présent parmi vous tous les débuts d'octobre depuis ma naissance, était absent pendant quelques jours. Que ce moment rimait pour nous avec une période de liberté assez particulière, qui en fonction des années résonnait de façon différente. Et j'ai donc vécu le Rosaire de plusieurs manières. Je l'ai vécu en tant que scout en brancardant en gare d'Angers une partie des malades quand il y avait encore des trains spéciaux qui partaient, ou
on accompagnait jusqu'au départ du train de nuit l'ensemble des malades. Je l'ai vécu dans ces quelques soirées où il nous arrivait du coup de ne pas être obligés de regarder dans Famille Chrétienne les programmes qu'on avait le droit de regarder à la télévision pour pouvoir, avec mes frères et sœurs, même si maman était là la plupart du temps, retrouver un espace de liberté. Et puis avec la joie aussi de réaccueillir papa au bout de quelques jours, qui revenait toujours avec quelques souvenirs de la grotte Mariale, de l'eau bénite, bien sûr, mais en étant lui-même pleinement ressourcé, et nous aussi, pendant ces quelques jours qui s'étaient passés. Donc vous comprenez les raisons pour lesquelles, avant toute chose, compte tenu de ce moment particulier du début du mois d'octobre, je me devais d'être là. Il y en a une autre, c'est que on est une fratrie de 5, je suis l'aîné de... J'ai 3 frères et une sœur, et il y a toujours un peu de rivalité dans une famille. Et le numéro 2, Eric, est né le 4 octobre, et comme une année sur 2, papa ratait son anniversaire, ça me confortait dans l'idée que j'étais le fils préféré. Parce que moi, je suis né le même jour que lui. On a 24 ans d'écart, je suis né le 11 juin, comme lui, et donc de ce point de vue, ça ajoutait à ce lien particulier à bien des égards. Si je suis là, c'est évidemment pas seulement pour ça. C'est parce que je sais à quel point, quand on s'engage dans l'Église de manière générale, mais tout particulièrement dans le rosaire, il y a cette parfaite adéquation entre ce que peut être le message de l'Évangile et la façon de le vivre. En tant que chrétien, je déplore, moi, parfois, que ceux qui fréquentent les églises n'aient pas toujours ce visage marqué par la joie que nous devrions avoir compte tenu de la certitude que le meilleur est à venir. Normalement, si on croit fortement que la vie ici n'est qu'un passage et que ce qui nous attend sera plus glorieux que ce que nous vivons ici, où il arrive qu'on passe du joyeux au douloureux dans les moments de nos existences, on devrait avoir la certitude permanente d'une joie qui est contagieuse pour être précisément capable de faire sentir aux autres que, quelles que soient les épreuves qu'on a à vivre, ce qui nous attend étant absolument formidable dans tous les sens du terme, on devrait précisément respirer de cette joie particulière. Et cette adéquation entre le message de l'Évangile et la façon de se comporter, on ne la voit pas de façon permanente. Ceux qui s'engagent dans le rosaire, ils la vivent avec cette particularité d'être attentifs aux plus malades, aux plus fragiles, aux plus petits, et d'être précisément en résonance de façon totale avec le message que nous a laissé le Christ. Je vais éviter de remplacer l'aumônier national à cet instant. Mais c'est vrai que pour la petite histoire, papa étant diacre également, il m'est arrivé dans ce contexte un certain nombre de choses amusantes, et je vous livre la première d'entre elles. J'ai été élu très jeune, à 21 ans j'étais conseiller municipal dans ma commune, à 23 ans je suis devenu adjoint au maire, et donc j'ai fait mes premiers mariages quelques semaines après avoir moi-même eu la chance de me marier. À la fin d'un mariage, le père de la mariée vient me voir et me dit « Bon, je suis évidemment très heureux, mais c'est un remariage, vous comprenez, monsieur Béchu. Donc, elle ne pourra pas se marier à l'église. Je vous dis ça parce que vous êtes diacre, que parce que les deux, vous allez le comprendre. » Et donc, il est arrivé, comme papa s'appelle Christian et moi Christophe, que dans de nombreuses occasions, sur la concordance des dates de naissance, le fait de se retrouver avec des prénoms qui commencent de la même manière, il y a parfois des assimilations de ce type. Donc je vous accueille vraiment avec cette joie de pouvoir mesurer ce compagnonnage dans lequel vous avez aussi accompagné mon père et donc participé d'une façon ou d'une autre à ce qu'a été à la fois mon épanouissement et la façon dont j'ai pu grandir et vivre. Je vous accueille dans une ville qui, à bien des égards, mérite d'être connue. Elle mérite de l'être tout court, parce que quand on se promène, on en découvre la beauté, l'intensité des monuments historiques, mais elle a aussi, pour les chrétiens, une histoire particulière, compte tenu des tapisseries qu'elle abrite et que vous allez découvrir pour un grand nombre d'entre vous demain après-midi. Angers, c'est la capitale du Maine-et-Loire, c'est la 17e ville de France en population,
c'est 154 000 habitants, dans une communauté urbaine de 300 000, et dans un département qui est le siège de 17 congrégations religieuses. Vous êtes ici, évidemment, dans une de celles qui a le rayonnement mondial le plus large, et qui nous inspire à beaucoup d'égards, y compris parce que dans cette salle, précisément là où vous vous trouvez, c'est l'endroit où en 2014, puis en 2020, j'ai réuni les équipes municipales que j'ai emmenées à la victoire pour composer le programme que nous avons présenté aux Angevins. On cherchait une salle qui permette de se retrouver dans la quiétude et la sérénité. On cherchait un espace qui puisse à la fois nous accueillir dans une salle suffisamment grande pour échanger, avec un espace de restauration pour nous retrouver. Et donc le Bon Pasteur s'est imposé à nous. Et j'y reviens avec une certaine émotion, puisque depuis que nous avons gagné les dernières élections, je n'avais pas eu l'occasion de revenir dans cette salle. Et je ne savais pas, en acceptant ce soir, que je reviendrais exactement dans la même. Angers a plusieurs particularités. La première d'entre elles, c'est sa jeunesse, puisque nous comptons 43 000 étudiants qui vivent presque tous à l'intérieur de la ville, ce qui projette une atmosphère particulière les jeudis, vendredis et samedis soirs, dans certaines rues du centre-ville, où il arrive parfois que les excès de consommation de produits qui ne sont pas tous locaux produisent quelques difficultés de cohabitation avec les familles. Ces 43 000 étudiants, pourquoi est-ce qu'ils sont si nombreux? D'abord parce que dans un département de 800 000 habitants, il y en a un certain nombre qui viennent d'ici, mais parce que nous abritons l'Université catholique de l'Ouest, qui, forte de ces 7 000 étudiants, a évidemment un rayonnement particulier, et un rayonnement dans le cadre du réseau catholique mondial d'autant plus important que nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier, à la fois pour apprendre le français, puisque chacun sait que vous êtes à l'endroit où on le parle de la manière la plus pure, et sans accent. Je suis désolé de vous le dire pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est une réalité établie. Déjà que les Nancéens nous ont volé la croix d'Anjou, qui vont pas en plus me faire croire que c'est là-bas qu'on parle un français sans accent, on va quand même pas s'en aller. Et donc pour ces raisons-là, compte tenu de la présence de l'Université catholique de l'Ouest, nous avons un rayonnement qui dépasse très largement notre territoire, puisque la Cato a donné en plus naissance à plusieurs écoles. Une école d'ingénieurs dans le domaine de l'agriculture qui s'appelle l'ESA et qui est très réputée nationalement. La première école d'électronique de province de France qui a ouvert en 1950 par un chanoine, qui était le chanoine Jeannetot, qui a ouvert cette école d'électronique et qui, dans les années 50, organisait la nuit de l'électronique, ce qui semble totalement anachronique quand on y pense aujourd'hui, et ce qui témoigne aussi, j'allais dire, de cette présence dans la vie réelle des prêtres à l'époque. Nous avons une école de commerce qui s'appelle l'ESCA, nous avons accueilli l'ISTOM, etc. Si certains d'entre vous souhaitent s'inscrire dans ces formations, vous viendrez me voir à la fin, mais je ne vais pas aller plus loin dans le cadre de cette présentation. Notre ville est riche aussi de présence institutionnelle importante, puisque nous avons la particularité d'être la cour d'appel de la région. Ce n'est pas à Nantes où est la cour d'appel, c'est à Angers, pour des raisons historiques. Nous abritons l'école du génie, donc tous les sapeurs de France passent par Angers, ceux qui déminent et ceux qui, au contraire, lancent des ponts. Un régiment présent depuis 120 ans ici, et puis de très nombreuses institutions dans lesquelles, là aussi, je n'ai pas vocation à entrer dans le détail. Sur le plan économique et industriel, on a une très forte présence de l'électronique pour les raisons que j'ai indiquées. Il faut savoir qu'ici, dans cette ville, il y avait la société Bull, ou la société Thomson, qui comptait des milliers d'employés. Il y avait autant d'emplois dans l'électronique à Angers qu'à Grenoble, au début des années 80. Et puis les destins ne se sont pas suivis de cette manière. L'électronique s'est davantage concentrée autour de Grenoble. Mais nous connaissons aujourd'hui une résurgence dans ces métiers, avec en particulier le groupe Atos, qui est spécialisé sur les questions de cybersécurité, et qui vient d'annoncer plus de 70 millions d'euros d'investissement pour arriver à mettre au point ici l'ordinateur quantique, capable de calculer en hexaflops par seconde, et donc d'arriver à des systèmes de résolution extrêmement complexes, à destination par exemple des grandes agences météorologiques, des grands laboratoires de recherche fondamentale, nucléaire par exemple, pour arriver à des modélisations qui permettent de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes scientifiques ou de les anticiper. Cette ville, elle est réputée pour sa douceur.
Ça date de Joachim du Bellay, qui parlait de la douceur angevine, et c'est la douceur de notre climat. Et la douceur de ce climat, elle repose, bien sûr, sur quelque chose d'objectif sur le plan du nombre de jours d'ensoleillement, sur les températures, et elle s'est traduite par le fait que nous sommes, à bien des égards, le jardin de la France. La moitié des roses françaises sont produites ici. On est les leaders européens ou mondiaux dans un certain nombre de productions végétales. Malheureusement, la mondialisation fait que ces fleurs partent aux Pays-Bas pour être vendues, mais elles sont produites pour beaucoup d'entre elles ici. Il y a 25 000 emplois dans les métiers du végétal, spécialisés autour d'Angers. Il y a 3 500 étudiants. L'ancienne école des paysages de Versailles a déménagé à Angers, le laboratoire de protection des végétaux, et même l'agence européenne qui labellise toutes les nouvelles variétés végétales avec des fonctionnaires de l'Union européenne qui sont présents à Angers depuis plus de 25 ans et qui donnent les autorisations de mise sur le marché pour toutes les nouveautés variétales. C'est lié à la fois à notre climat et au fait que nous sommes le département de France qui a le plus de cours d'eau. Et donc les systèmes d'irrigation qui sont les plus performants, en particulier en allant vers Saumur, dans toute cette vallée de l'Authion, où on trouve à la fois du maraîchage, des vignes évidemment, et puis bien entendu, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, beaucoup d'horticulture. Quand on a dressé ce portrait, on pourrait, j'allais dire, presque déjà s'arrêter là. Je vais évidemment compléter par la dimension patrimoniale. Angers concentre la moitié des monuments historiques de la région des Pays de la Loire, d'abord pour une raison un peu tragique, c'est que les guerres de Vendée ont ravagé à l'ouest d'Angers toute une partie des Mauges, du Choletais et de la Vendée. Et ces guerres, elles ont fait plus de morts dans le Maine-et-Loire qu'en Vendée, parce que le cœur de la Vendée militaire, c'était Cholet. C'était pas La Roche-sur-Yon, qui était, comme certains d'entre vous le savent peut-être, une ville qui a été fondée par Napoléon pour précisément vérifier ensuite qu'il n'y aurait pas de résurgence des rébellions vendéennes dans l'ensemble de ce secteur. Et donc, la plupart des églises, dans toute une partie de cette ouest qui est au-delà de nous, sont des églises plus récentes et plus modernes. À la différence du patrimoine angevin, qui, compte tenu à la fois de sa longue histoire et de sa fidélité ecclésiale, dispose de monuments qui sont en tout point remarquables, et de la densité de ces congrégations religieuses qui explique aussi une partie de ce patrimoine. Et puis, au milieu de tout ça, on a effectivement ce joyau qui date du XIVe siècle, que sont ces tapisseries, cette tenture de l'Apocalypse. 800 mètres carrés de quadrichromie, absolument exceptionnelle, que vous allez découvrir demain, et que nous sommes en train de faire classer au patrimoine mondial de l'humanité. On est sur la dernière marche. Il a d'abord fallu battre toutes les autres villes françaises ou tous les territoires qui proposaient d'aller faire labelliser des projets. Ça, c'est fait. Il nous reste maintenant à obtenir l'aval de l'UNESCO sur le plan mondial pour pouvoir basculer dans cette catégorie et qu'on rende justice à cette tenture qui n'est pas connue, à la différence, par exemple, des tapisseries de Bayeux, qui sont beaucoup plus célèbres, alors que le témoignage de ces tapisseries, je pense qu'il vous saisira demain, il est exceptionnel par les couleurs, par la qualité de ce qui existe, et je dirais presque par le fait qu'on est en présence de ce qui est en quelque sorte l'ancêtre des bandes dessinées. Puisque ces tentures, elles sont divisées en cases qui permettent de raconter l'Apocalypse, et de le faire par étapes, en suivant les pages, entre guillemets, de la Bible, et en rendant compte avec luxe détail de ce qu'on peut retrouver dans les textes. Vous allez les découvrir demain dans ce château qui évidemment est au cœur de notre ville. Ce que vous n'allez pas voir, et ce qui est pourtant profondément d'actualité, c'est ce qui est à 500 mètres d'ici. Dans les années 30, un communiste, Jean Lurçat, l'huissier de son État, est venu à Angers découvrir les tapisseries de l'Apocalypse, qui historiquement étaient attachées au trésor de la cathédrale, et qui, avant d'être exposées dans le château, étaient exposées dans la cathédrale pour les cérémonies importantes et pour les temps spirituels importants pour édifier les fidèles et leur permettre de découvrir ces tentures. Et il a été bouleversé par ce qu'il a vu. Il a vécu la guerre et il a décidé de répondre à l'Apocalypse biblique par l'Apocalypse du XXe siècle,
en réalisant une série de tapisseries qui présentent ce qu'ont été finalement les horreurs de ce XXe siècle. La bombe atomique, avec une tapisserie qui s'appelle l'homme d'Hiroshima, le grand charnier, en référence au camp, et vous avez comme ça 4 ou 5 tapisseries qui témoignent des horreurs modernes que l'humanité était capable de fonder. Et qui, malgré son absence de foi, puisqu'il était dans cette perspective marxiste, se termine par l'espérance de l'homme nouveau. Avec une fin de ces tapisseries qui est pleine d'espérance sur le fait que par la science, par la solidarité, on arrivera à reconstruire en quelque sorte le monde. Je serais tenté de dire, en empruntant au début des encycliques, que c'est un appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté, d'une façon ou d'une autre, de se replacer effectivement dans ce contexte et dans ce mouvement. Et quand on a le temps, mais je doute que vous l'ayez, voir la tenture originale et voir cette réponse moderne, ça prend tout son sens. D'autant qu'à certains égards, les temps que nous traversons, c'est ce que vous me disiez, mon frère, peuvent nous donner le sentiment qu'il y aurait matière aujourd'hui à ce qu'un nouveau lycée réponde aux 2 précédents. Entre la pandémie, la guerre en Ukraine, les situations que nous connaissons autour des dérèglements climatiques, les mouvements de population que ça provoque, on a le sentiment à nouveau que notre humanité, elle fait face à des menaces qui la replacent aussi avec humilité dans une forme d'eschatologie, ou en tout cas de mise en perspective de ses propres limites et de ses propres responsabilités. Que vous preniez un temps, maintenant, alors que vous en prenez déjà tous les ans pour vous occuper des autres, pour vous retrouver entre vous et pour vous ressourcer, je m'en réjouis et je m'en félicite. Que vous le fassiez ici, ça me semble être une preuve supplémentaire de la qualité de vos équipes. Parce que choisir Angers, c'est déjà faire preuve d'une vision, d'une anticipation, d'une cohérence, d'une légitimité, d'une intelligence qui confie nos génies rapport à l'école d'application qui se trouve ici, évidemment. Et puis, c'est ce que je vous ai dit, notre climat fait que tout ce qu'on sème ici a tendance ensuite à pousser et à donner du fruit. Je pense que vous ne pouviez pas trouver meilleur endroit. Je vais terminer par une anecdote, mais elle me semble révélatrice. Et elle me semble aussi pouvoir filer la métaphore avec ce que vous faites. On dit parfois que le bien ne fait pas de bruit. Les Angevins, parce qu'ils ont cette chance de vivre sur cette terre où ils n'ont jamais eu besoin de partir pour trouver du travail ou pour manger, ils ont très peu émigré. On n'a pas de communauté auvergnate ou bretonne à Paris. Enfin, on n'a pas de communauté angevine comme il peut y avoir des Auvergnats ou des Bretons qui sont partis de chez eux, parce qu'à certains moments, on pouvait plus se nourrir de ce que la terre produisait localement. On n'a jamais été une grande terre d'immigration et on n'a jamais été une terre d'émigration. On a été un terrain où généralement, quand on est là, on est bien, sans forcément se rendre compte que ailleurs, en fait, c'est moins bien, dans un certain nombre de cas. Et ce qui frappe les gens qui viennent de l'extérieur, c'est le fait de découvrir cette qualité, cette harmonie et cette gentillesse, cette humilité angevine qui fait que la plupart du temps, on ne dit pas du bien de sa ville, on n'en est pas spontanément l'ambassadeur parce qu'on n'a pas de point de comparaison. Elle frappe ceux qui viennent ici, de voir que les gens s'arrêtent pour laisser passer les gens sur les passages cloutés, qu'il y a une politesse qui se maintient, un respect des institutions, un légitimisme, à tel point que souvent ce ne sont pas des Angevins qui se présentent aux élections parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre en avant. Et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'avais envie de devenir maire de ma ville, c'est pour qu'à un moment, on puisse effectivement aussi la mettre en avant. Et comme on n'a jamais fait parler de nous, on fait les choses sans forcément les faire savoir. Et une des choses qui me touche le plus, c'est qu'Henri IV a rédigé ce qui s'est appelé ensuite l'édit de Nantes, ici. Il a commencé à Saumur, il a fini à Angers, sauf qu'il a été faire la conférence de presse à Nantes. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'édit de Nantes. Mais cette terre, elle est propice à la tolérance, au partage. Un des Angevins les plus célèbres, c'est Jean Bodin qui a écrit qu'il n'est de richesse que d'homme. Et cette phrase, je pense qu'elle est très révélatrice de ce qu'est
un humanisme profond qui puise évidemment ses sources dans les racines chrétiennes de notre territoire, dans le présent aussi de ces racines, et plus largement sur une philosophie dans laquelle la douceur n'est pas un défaut, mais une qualité. Ne pas écraser les autres, faire en sorte de regarder comment on peut, par le biais de stratégies coopératives, arriver à des résultats. Ici, la moitié des communes du Maine-et-Loire ont fusionné. Parce que l'ego des maires passe après la notion de service. Et donc, beaucoup de maires se sont dit qu'à plusieurs, ils arriveraient à améliorer les services. C'est unique en France. Et je ne crois pas que ce soit le fait du hasard. Je pense que c'est aussi ce que ces racines, cette histoire, ont été capables de produire tout au long des siècles et dont il reste aujourd'hui quelque chose. Alors, pour toutes ces raisons, et en espérant ne pas avoir abusé de votre patience et du caractère captif dans lequel on vous a mis, puisqu'on vous a dit il va falloir écouter le maire, être poli, être gentil, etc. Je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité, le privilège, d'abord de m'adresser à vous, ensuite de vous dire quelques mots pour vous présenter une ville dans laquelle j'espère que vous aurez des envies de revenir, et puis enfin, plus personnellement, pour vous remercier pour ce magnifique engagement au service des malades, au service des plus fragiles, parce que ce n'est pas dans la période actuelle que nous avons le moins besoin de nous préoccuper des autres. Nous sortons de mois dans lesquels on nous a habitués à considérer que l'autre n'était pas une chance, mais une menace. Insensiblement, derrière les consignes sanitaires, ce qui reste dans notre tête, c'est « ne vous mélangez pas, ne vous approchez pas trop, ne vous réunissez pas de manière trop nombreuse, faites attention si vous serrez la main ». Ça va à l'encontre de ce qu'est notre besoin humain de nous retrouver. Et ça va à l'encontre de ce qu'est le mal de ce siècle, la solitude. Et le fait que dans l'allongement des espérances de vie, on a aussi des allongements de solitude pour certains qui, à un moment ou à un autre, se retrouvent seuls ou sans compagnon, tout simplement dans des villes qui ont grossi en taille, ne voient pas cette solitude s'arrêter parce qu'il y a plein de gens autour d'eux, mais parce qu'ils manquent d'amis, et pas d'amis sur Facebook ou sur Instagram, d'amis réels avec lesquels partager quelque chose. Et un des défis majeurs pour notre époque, c'est celui d'arriver à recréer des liens, de nous rappeler que l'autre est toujours une chance, une œuvre d'art à découvrir d'une manière ou d'une autre, et que notre humanité, elle passe par le partage et par la capacité de nous retrouver et de nous épauler. Voilà les quelques messages très simples que je voulais vous partager, en vous remerciant infiniment d'avoir choisi Angers, et en vous remerciant par avance du temps que vous allez passer ici. Très belle soirée. Très belle soirée. Merci beaucoup. Vous nous avez dit que Angers et l'Anjou, c'était le jardin de la France. On y cultive une grande variété de roses. Et nous, équipe du Rosaire, membres du Rosaire, eh bien, nous portons souvent ce petit objet qui s'appelle un rosaire. Et si ça s'appelle un rosaire, c'est pas parce qu'il y a des boules, mais c'est parce que c'est à la base un chapeau, un petit chapeau de roses que l'on offre à la Vierge Marie. Et je pense que la plus belle des roses qu'on puisse offrir à la Vierge Marie, c'est sans doute une rose angevine. Donc si nous sommes à Angers, eh bien nous sommes voilà, dans ce rosaire-là, en tout cas. Et quand vous avez commencé à rassembler vos équipes, qui vous a conduit à la victoire dans cette salle même en 2014, vous nous avez dit que eh bien, le meilleur était à venir à ce moment-là. Eh bien, merci de nous avoir fait comprendre à travers vos mots eh bien, que le meilleur est à venir pour nous, pour notre société, notre vie en société, ici dans cette France que nous aimons, mais aussi sans doute pour notre Église, pour nos équipes du Rosaire qui sont rassemblées dans cette belle ville d'Angers. Merci pour ce beau message apocalyptique qui nous révèle au sens fort du terme que le meilleur est à venir. Merci beaucoup de votre présence avec nous.